Gilles de Vallière, l'homme qui fichait les femmes. Talons hauts noirs, 16/20. Brune, blonde, petite, grande. Il les répertoriait dans d'énormes classeurs. 4200 photos volées, prises depuis un œilleton qu'il avait découpé sur la fenêtre de sa chambre. Au milieu de ses cours de chimie, il y avait aussi des BD porno et sadomaso. Des scènes qu'il a reproduites sur ses victimes, des petites filles d'Annemasse en Haute-Savoie, 5 au moins. Quand il a tué Sophie, une enfant de 10 ans, il avait 18 ans et il passait son bac. Quelques jours après le meurtre, il s'est confié à son journal intime. « Eh bien, ça ne va pas trop mal pour moi. » Annemasse, à 2 pas de Genève et du lac Léman. Il est 4h30 ce 13 mars 1986, c'est la sortie de l'école. La mère de Sophie travaille dans son cabinet médical. Comme tous les jours, elle passe un coup de fil à sa fille de 10 ans pour s'assurer qu'elle est bien rentrée. Il est 5h10 et le téléphone sonne dans le vide. Sophie devrait déjà être là. Heureusement, Guillaume, son frère de 13 ans et son copain Jérôme doivent arriver d'un instant à l'autre. J'ai sonné à la porte parce que normalement ma petite sœur devait être rentrée depuis déjà plus d'une demi-heure. Ma sœur était prudente et elle fermait systématiquement la porte derrière elle. D'ailleurs, pour qu'elle n'oublie pas, ma mère lui avait affiché un mot en grande taille à l'arrière de la porte. Et personne n'ayant répondu, je me suis servi de ma clé pour rentrer dans l'appartement. Et c'est là que mon ami m'a fait remarquer sur une console qui se trouvait à gauche de l'entrée, un coupe-papier qui était posé là, que je n'avais jamais vu. On a joué avec d'ailleurs, et on a plaisanté là-dessus en disant attention aux empreintes. Les 2 garçons remarquent aussi des flaques d'eau sur le carrelage de l'entrée. Mais ils ne s'attardent pas sur ce détail, le téléphone sonne. Alors Guillaume conduit son copain dans sa chambre et court répondre. Le temps que je fasse 2 pas, j'ai vu sortir un individu de la chambre de ma mère qui m'a croisé très calmement et qui m'a posé la question « Elle n'est pas rentrée, Sophie ?» Guillaume a fait, je ne sais pas, on était un peu ébahis de la question. J'ai pensé qu'il devait y avoir une bonne raison pour que cet individu soit là. Alors, ça pouvait être le grand frère d'une amie de ma sœur, pourquoi pas. Ça aurait pu être un livreur quelconque. Tout s'enchaîne très vite. Le mystérieux visiteur tourne les talons pendant que Guillaume décroche. À l'autre bout du fil, sa mère est folle d'angoisse. Je lui demande qui est ce type qui se promène dans l'appartement. Et elle a cru d'abord à une blague. Et à ce moment-là, j'ai pensé que il pouvait s'agir d'un cambrioleur. Sophie n'est toujours pas là. Du coup, Guillaume et Jérôme font le tour de l'appartement. Guillaume est rentré en premier dans la salle de bain. Il m'a appelé tout de suite avec une voix désespérée, enfin une toute petite voix qui est sortie de sa bouche. C'est là que j'ai découvert ma sœur noyée dans la baignoire. Ses chevilles étaient attachées, ses poignets étaient attachés dans le dos avec cette espèce de scotch marron qu'on utilise pour les colis postaux. Guillaume, il s'est vraiment effondré. Je ne sais pas comment on peut nommer un état pareil, mais il n'était plus capable de bouger. Enfin, il était blanc. Guillaume appelle les secours, tandis que son copain s'occupe de Sophie. Je l'ai soulevée de la baignoire, je l'ai sortie, j'ai libéré sa bouche. Elle avait un bâillon sous le Chatterton. La petite est couchée, inanimée devant la baignoire. Les 2 adolescents ne savent pas si elle est toujours en vie. Ils comptent chaque seconde en attendant les secours. À 17h30, les pompiers arrivent enfin. Quand on est arrivé sur place, on a trouvé cette petite fille, les mains attachées dans le dos. Ça nous a choqués, hein, ça c'est sûr. Et là, on s'est empressé de couper les liens. On a vite regardé si elle respire encore. On s'est empressé de faire un massage cardiaque.
on pense qu'à sauver cette petite fille. Sophie est conduite en urgence à l'hôpital d'Annemasse, mais il est déjà trop tard. Les secours n'ont rien pu faire. Michel Bouvier, vous êtes la maman de Sophie, et tous les après-midi, depuis votre cabinet médical, parce que vous êtes médecin, vous appeliez votre fille pour savoir si elle était bien rentrée. Il lui arrivait de ne pas répondre ou d'être un peu en retard? Jamais. 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 Et ce jour-là? Ben, ce jour-là, elle n'a pas répondu, donc je me suis un tout petit peu inquiétée. Puis bon, je n'étais pas à 5 minutes près, j'ai pris un patient. À la fin de cet examen, j'ai rappelé ma fille et c'est là où je suis tombée sur Guillaume, qui venait rentrer du collège, et qui me dit « Mais maman, je vais te la chercher, Sophie, n'aie pas peur. » Et je viens voir un drôle de type qui sort de l'appartement. Donc là, je suis partie avec ma secrétaire en courant vers chez moi. J'habitais pas très loin. Et j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose de terrible, de grave, au nombre de voitures de pompiers et de voitures de police qu'il y avait en bas de l'immeuble et des policiers qui couraient dans tous les sens. Et vous avez pu rentrer chez vous à ce moment-là? Non, ils m'ont barré le passage. On m'empêchait vraiment de venir. Ce que j'ai compris après, mais sur le moment, c'était très dur à accepter. Et vous étiez particulièrement prudente, puisque vous aviez même mis un mot sur la porte en demandant à votre fille... n'oublie pas, ma petite fille, de fermer la porte à clé. Et pourquoi vous étiez prudente comme ça? J'ai toujours été... C'était la première année où Sophie sortait seule de l'école. Hein. J'ai toujours été très prudente avec mes enfants. J'ai toujours, pas surprotégé, mais Sophie, ça lui était arrivé de laisser la porte ouverte, d'oublier de fermer le verrou, par exemple. Donc pour moi, c'était grave, quelqu'un pouvait rentrer. Quel genre d'enfant était Sophie? C'était une petite fille prudente, plutôt espiègle, responsable? Espiègle, non. Prudente, extrêmement réservée, qui n'aurait pas suivi qui n'aurait pas suivi un individu qu'elle ne connaissait pas, même peut-être un peu craintive. Donc, je me faisais pas de soucis. Je savais qu'elle partirait pas toute seule hors de l'école pour aller faire des courses ou regarder des magasins, qu'elle rentrerait directement chez elle. Je n'avais pas de problème avec ça. Est-ce que vous aviez remarqué un homme, je sais pas moi, qui rôdait autour de chez vous? Absolument pas. Absolument pas. Vous n'aviez absolument rien remarqué? Absolument pas. Et vous n'avez pas pensé à quelqu'un qui pourrait vous en vouloir à vous? Non. Par exemple, un patient? Non, on m'a posé la question, non, absolument pas. Donc face à ça, vous n'avez aucune piste, aucun renseignement à fournir aux enquêteurs. Didier Paris, une instruction est rapidement ouverte et vous êtes saisi dès le lendemain du crime. Comment aborde-t-on un dossier comme celui-là? Ce qui est très important, c'est d'aller très vite, très loin, partout où on pense que les pistes sont possibles, de fermer les portes et au fur et à mesure de vérifier les constats matériels, les expertises, les enquêtes de personnalité immédiate autour de Sophie, sa vie, son milieu scolaire, ses habitudes, et puis évidemment l'enquête de proximité, l'immeuble, le quartier, et ensuite Annemasse. C'est un de vos dossiers prioritaires? Il se trouve que sur cette circonscription, il y avait beaucoup de procédures graves, mais celle-ci, d'évidence, pour des raisons humaines, pour la nature des faits eux-mêmes, a été immédiatement perçue comme un dossier que nous ne pouvions laisser en l'état et qui était absolument prioritaire, effectivement. Le corps de la petite Sophie a été autopsié. Elle est d'évidence morte par noyade. Est-ce qu'elle a été violée? Non. Par contre, elle a fait l'objet d'attouchements de nature sexuelle. Les hommes de la PJ d'Annecy ont une priorité. Retrouver le mystérieux visiteur, l'homme que Guillaume et son copain ont croisé dans l'appartement. Le soir du crime, les garçons ont été entendus longuement au commissariat. Ils ont ébauché un portrait robot. Ils vont maintenant le peaufiner avec les inspecteurs de la PJ. Un moment délicat, les deux principaux témoins ont 13 ans et ils n'ont vu le suspect que quelques secondes. C'est des enfants, et donc il fallait faire avec. La surprise déjà, de trouver quelqu'un dans l'appartement.
C'est pas quelqu'un qui vous regarde durant un bon moment de temps, qui vous voit, qui... Là, c'est fugitif, c'est rapide. Hein. On est persuadé qu'il y a un effet émotionnel qui peut peut-être aussi transformer la vision des choses ou la détériorer. Face aux inspecteurs, Guillaume et Jérôme rassemblent leurs souvenirs et réussissent à faire une description très précise de l'homme qu'ils ont croisé. Il était mince, des lunettes en écaille. J'ai conservé un très bon souvenir de son visage. Il était blond, avec le teint très clair. Il avait l'air d'avoir à peu près 25 ans, un grand échalas très mince. Mais il portait des vêtements qu'on aurait plutôt portés à l'âge de 50 ou 60. C'est des vêtements de retraités, un peu démodés, presque un peu années 70, avec des couleurs dans les marrons. Les policiers disposent donc d'un portrait robot. Ils retournent chez Sophie pour tenter d'y relever de nouveaux indices. La veille, les policiers d'Annemasse ont saisi le fameux coupe-papier posé sur le guéridon de l'entrée. Mais il est pratiquement inexploitable. Il y avait une trace papillaire incomplète sur la lame du coupe-papier. On avait pensé que l'auteur des faits avait procédé à un nettoyage pour effacer toute trace de son passage. Les policiers devront se contenter de cette demi-empreinte digitale. Car dans la salle de bain, malgré les relevés à la poudre noire un peu partout, il n'y a pas une trace de doigt exploitable. Les secours ont piétiné la scène de crime. C'est sur le linge que la police scientifique a un peu plus de chance. Il y avait une serviette de toilette roulée avec visiblement des traces de sperme, sachant qu'à l'époque, on n'avait pas encore les techniques de recherche ADN. Les traces de sperme ne font donc pas avancer l'enquête. Tout ce dont les policiers disposent pour l'instant, c'est de l'étrange attirail que l'assassin de Sophie a laissé derrière lui. Et des ficelles avec laquelle la petite a été attachée, c'était des ruflettes de rideau, me semble-t-il. Un bâillon qui a été trouvé dans la bouche de la petite par les sauveteurs. Il s'agit d'un morceau de caleçon. Il y a du sparadrap, il y a du papier collant, d'emballage. Donc tout ça a été saisi. La moisson des enquêteurs est maigre, d'autant qu'on retrouve ce type de matériel dans n'importe quelle boutique de la ville. Mais le commandant a une impression de déjà-vu. Il connaît bien Annemasse et cette affaire lui rappelle quelque chose. Très rapidement, on fait effectivement un rapprochement. On a eu au mois de juin 85, c'est-à-dire 8 mois avant, une agression d'une petite fille de 8 ans. On a des éléments matériels qui sont les mêmes. C'est du scotch, du sparadrap, enfin, des moyens de neutraliser des individus. La petite fille s'appelle Angélique. À l'époque, son agression n'avait pas fait beaucoup de bruit. Mais après celle de Sophie, un journaliste de France 3 se lance sur cette affaire et retrouve la mère. Ce n'est pas la première fois que des fillettes sont agressées à Annemasse. La maman, qui habite pas très loin des lieux du crime, raconte ce qui est arrivé à sa petite fille voici quelques mois. C'est un miracle si l'enfant est encore en vie aujourd'hui. Votre petite fille aussi avait été inquiétée. On l'attendait à la sortie d'école. Enfin, c'était prémédité quand même, parce que j'attendais ma petite fille à 11h30, la voyant pas arriver, midi moins le quart, parce que je jette donc les clés de ma terrasse. Et il était midi moins le quart, midi moins 10, la voyant pas arriver, je m'inquiétais quand même. Angélique a croisé son agresseur le 21 juin 85, alors qu'elle prenait l'ascenseur pour rentrer chez elle. L'homme a appuyé sur le bouton du sous-sol et entraîné la petite dans le local à poubelle. Il va à ce moment-là lui ligoter les mains derrière le dos. Il va essayer de lui passer une cordelette autour du cou, lui mettre un morceau de scotch sur la bouche. Il va ensuite découper les vêtements du haut avec une paire de ciseaux. Et puis, il va avoir des gestes en la caressant sur le sexe,
Angélique va dire qu'elle était terrorisée. L'agresseur a tenté de lui faire une fellation, avant d'abandonner l'enfant, assise sur une poubelle, un sac en plastique sur la tête. Mais le calvaire d'Angélique ne s'est pas arrêté là. Quand elle a réussi à se défaire de ses liens, la petite a regagné péniblement l'ascenseur. Elle a appuyé sur le bouton, et là... La cordelette qui reliait le cou d'Angélique va se coincer dans la porte d'ascenseur, ce qui empêchera l'ascenseur de monter plus haut et ce qui va le stopper net. Cette corde pouvait vraiment l'étrangler, absolument. Cette corde, si l'ascenseur s'était arrêté un tout petit peu plus haut, Angélique aurait été tuée. Ce jour de juin, Angélique a bien failli mourir. Les policiers ont pensé qu'il s'agissait d'une agression isolée. Sans indice, l'enquête n'avait rien donné. C'est une petite fille qui avait 8 ans. On n'avait pas pu, à l'époque, établir de portrait robot. Elle était jeune, elle avait été choquée, elle était pas assez observatrice. On n'avait pas assez d'éléments objectifs pour établir un portrait robot. 9 mois plus tard, après la mort de Sophie, les policiers ont la conviction que les 2 petites ont été agressées par le même homme. Un pédophile qui a frappé 2 fois en moins d'1 an et qui rôde dans les rues d'Annemasse. 2 questions obsèdent les policiers. L'homme a-t-il déjà fait d'autres petites victimes et va-t-il s'arrêter là ? 40 policiers sont détachés du commissariat de Lyon pour prêter main forte aux enquêteurs. Des hommes sillonnent la région pendant que leurs collègues passent en revue toutes les plaintes qui pourraient se rapprocher de leur affaire. Et ça paye. 3 mois avant le meurtre de Sophie, une autre petite a été agressée dans le coin, Stéphanie. L'enfant a 12 ans, elle aussi est rentrée de l'école. C'était le 14 décembre 85. Un inconnu attendait l'ascenseur dans son immeuble en même temps qu'elle. Un mec classique, gringalet, fin. Si c'est quelqu'un qui m'avait fait peur à ce moment-là, je serais pas rentrée dans l'ascenseur. Mais sitôt à l'intérieur, l'homme se jette sur Stéphanie et appuie sur le bouton du sous-sol. Je comprends immédiatement que c'est quelque chose de grave qui est en train de se passer. Je me dis juste que voilà, ça va lui passer et puis qu'il s'est trompé de personne. Arrivé au sous-sol, le cauchemar continue. L'homme est violent. Stéphanie se débat et hurle. Il me répète que si je crie, il va me tuer. Et que si je crie pas, il me fera rien de mal. Donc, bien évidemment, je le crois pas parce qu'il me fait déjà du mal. L'agresseur ramasse un morceau de miroir et l'appuie sur le cou de Stéphanie. Il la menace de mort et la force à rentrer dans une cave dans laquelle se trouve un vieux matelas. Il a commencé à me bâillonner, donc là, il m'a mis quelque chose dans la bouche, puis du scotch sur les yeux. Et je sentais qu'il était il était très excité. Je me débat, j'essaie de crier. Enfin, je pense qu'à ce moment-là, ça le stresse beaucoup et que du coup, il s'énerve. Il a essayé de m'étrangler. Je me dis que je vais mourir et qu'il faut que j'essaye à tout prix d'échapper. L'homme serre Stéphanie à la gorge d'une main et lui recouvre le nez et la bouche de l'autre. Stéphanie est à bout de force. Je décide d'abandonner et de me retrouver morte. J'étais complètement en apnée, je respirais plus. À ce moment-là, je sens que qu'il lâche le truc. C'est pour ça que j'attends. Et quelques minutes après, quand j'ai rouvert les yeux, il n'était plus là. Il a cru que j'étais décédée, donc il est parti. À 12 ans, Stéphanie vient d'échapper à la mort dans des conditions extrêmement traumatisantes. Elle a fait preuve pour son âge d'une résistance
peu commune. Et le fait qu'elle ait feint cet évanouissement, sans conteste, lui a sauvé la vie. L'agression de Stéphanie n'a rien d'un hasard. Tout avait été préparé dans les moindres détails. Tout était prêt, puisque lors des constatations, ils ont vu qu'il y avait des morceaux de scotch coupés, découpés déjà, collés sur les murs de la cave. Tout était prêt. Les policiers présentent alors à Stéphanie le portrait robot établi par Guillaume et son copain. La petite n'hésite pas un instant, c'est bien lui. C'est l'image de cet homme à qui on donnerait le bandu sans confession. Enfin, je veux dire, c'est un monstre caché. Cette fois, c'est sûr, Angélique, Stéphanie et Sophie ont toutes été victimes du même homme. Un prédateur qui passe à l'acte sur un rythme soutenu et qui a déjà tué une fois. À ce moment-là, notre crainte, à l'évidence, c'est qu'il commette d'autres actes, à savoir qu'il agresse et prenne la vie à de nouvelles petites victimes. Monsieur le juge, quel rapprochement faites-vous entre ces trois affaires? Les agressions sont systématiquement des agressions dans des lieux clos à partir d'un dispositif de surveillance préalable. Et il y a d'évidence des éléments de préparation. Il y a un matelas. Il y a un matelas, il y a des scotch qui sont préparés à l'avance, des liens qui sont préparés à l'avance. Mais en tout cas, ce qui est très net, c'est la volonté d'entraver les victimes, la volonté de les mettre en domination. Les trois victimes se ressemblent physiquement? Oui. Il s'agit de jeunes filles, préadolescentes, une douzaine d'années, jolies, avec des longs cheveux et, je crois, blonds à chaque fois. Quelle idée, justement, vous vous faites de l'agresseur? Un homme jeune, svelte, avec des caractéristiques physiques banales, si je puis dire. Après, d'évidence, quelqu'un qui est froid, particulièrement froid. Et c'est surtout les conditions de sa sortie de l'appartement de la petite Sophie, en présence de son frère, où il montre une espèce de sang-froid incroyable, sang-froid qui est absolument sidérant. Les trois scènes de crime ont été analysées, mais il n'y a pas d'empreinte. Nous avons, dans le cas de Sophie, une empreinte, une trace papillaire, mais cette empreinte n'est pas exploitable. En fait, vous n'avez rien de concret. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire avancer le dossier? À partir du portrait présumé de l'auteur, c'est-à-dire on ne cherche pas quelqu'un de 60 ans, mais procéder à toutes les vérifications des fichiers de police, évidemment, des hôpitaux psychiatriques. Et les délinquants sexuels? Bien sûr, mais les délinquants sexuels sont en prison ou dans les hôpitaux ou repérés par les services sociaux, donc c'est toutes les vérifications qui ont pu être faites à l'époque et qui se sont révélées totalement négatives. Vous pensez qu'il va recommencer? Nous sommes tous touchés réellement par ce qui est arrivé. Donc nous espérons plus que tout que plus rien ne se passe, en n'étant pas du tout certain que ça puisse être le cas, et en espérant que si c'est le cas, une erreur sera commise. Les trois agressions se sont déroulées dans un mouchoir de poche, en plein centre-ville. Sophie et Angélique habitaient à 100 mètres l'une de l'autre. Stéphanie, à moins d'1 kilomètre. Tout le monde à Annemasse craignait pour ses enfants, quoi. Tout le monde installait des verrous, et donc ça parlait que de ça. Tout le monde se croyait potentiellement victime de ce personnage, quoi. Ça rappelle, moins de 2 ans auparavant, l'histoire du petit Grégory Villemain, retrouvé dans la Vologne, également ligoté, pieds et poings. C'est une forme de traumatisme pour la ville d'Annemasse. Qui se cache derrière celui que la presse surnomme désormais le monstre d'Annemasse? L'homme est un méticuleux qui laisse peu de traces derrière lui. Alors les policiers font feu de tout bois. Pourquoi pas en remontant la piste du coupe-papier? S'ils trouvent où il a été acheté, peut-être pourront-ils coincer son propriétaire. Personne n'a pu nous dire qui l'avait acheté. C'était un truc allemand, ça vient n'importe où. Il peut être acheté en Suisse, en France, n'importe où. La piste n'aboutit pas, mais les enquêteurs ne baissent pas les bras
ils sont parvenus à identifier le modèle et la marque du morceau de caleçon qui avait servi à bâillonner Sophie. On ne pouvait rien laisser dans l'ombre. C'était pas possible, on n'avait rien. Les renforts policiers écument les boutiques de vêtements, portraits robots en main. Ça a été assez long, puis c'était un caleçon américain. On s'est rendu compte qu'il était vendu en Suisse couramment. Donc bon, on n'a rien trouvé là-dessus. Une fausse piste de plus, mais il fallait le faire. L'enquête est au point mort. Quand soudain, une semaine après le meurtre, les policiers reçoivent un coup de fil. La mère de Sophie a découvert les vêtements que sa fille portait le jour du crime, cachés dans un placard et transformés en lambeaux. Il a coupé les vêtements avec un ciseau. La partie supérieure des vêtements, parce que bon, son pantalon avait été enlevé, mais le tricot de corps, le pull-over, celui-là a été découpé. Le gilet de Sophie et son sous-pull blanc sont lacérés, découpés en croix. Sur le moment, je me souviens, on s'est dit, tiens, il y a peut-être un côté rituel. On a eu des affaires d'homicide et d'assassinat ici, hein, mais bon, c'était pas du tout le même genre que ça. Hein. À chaque nouvelle découverte, le meurtrier paraît plus dangereux, plus cynique, plus déséquilibré. Il y a urgence. Les policiers vont tenter un kit ou double. Compte tenu de la gravité des faits, du manque d'éléments, la décision était prise en concertation donc avec les magistrats de diffuser le portrait robot. S'il vous arrive de rencontrer ou de reconnaître la personne dont voici le portrait robot, il vous est possible, et c'est votre devoir, d'aider les enquêteurs. Tout renseignement sérieux peut être communiqué au commissariat d'Annemasse. On était conscient à ce moment-là que ce genre de diffusion comporte un revers de la médaille, à savoir des réactions, des dénonciations fantaisistes, certaines fois calomnieuses. La police sait qu'elle vient de diffuser le portrait robot de Monsieur Tout-le-Monde. L'homme n'a pas de signe distinctif. Du coup, il apparaît à tous les coins de rue. Les gens dénonçaient leurs voisins, la police arrêtait à tour de bras des personnes qui avaient rien à voir avec ce qu'on avait vu. Et il s'en est allé tout le long de la rue, là, mais on le sentait quand même. Il avait des lunettes ? Oui, des lunettes, il avait un jean, une veste aussi en jean. Et donc... il était grand ? Il était grand. Je dirais pas 1m80, mais 1m76, 78, hein, je dirais bien. Mince. Et puis, donc, je vous dis, il semblait cacher quelque chose. Hein. C'est vrai, il nous a regardé comme ça de travers un peu. Ensuite, il a regardé l'immeuble d'au moins 10 minutes et il s'en est allé dans la rue là, de Aristide-Briand. Déjà une dizaine de suspects en quelques jours. Des hommes à lunettes d'1m80, ce n'est pas ce qui manque. C'est aussi la taille et l'allure qu'avait Jean-Luc Clouard à l'époque. Journaliste, il était en reportage pour quelques jours dans la région, pile au moment du crime. Tout indiquait qu'il pouvait être le meurtrier de Sophie. On me dit, il y a un portrait robot qui a été diffusé, vous ressemblez à ce portrait robot, est-ce que vous pouvez justifier, détailler les 48 heures ou 72 heures que vous avez passées à Genève et dans la région ? La première idée, c'est quand même un moment de panique. Seul, en voiture, le journaliste a sillonné les environs d'Annemasse pour son reportage. Un comportement qui peut sembler louche. Dans mon emploi du temps, il y a des temps morts, il y a des creux, il y a des déplacements qui sont inexpliqués. Je n'ai strictement aucun alibi que ma bonne foi. Poussé dans ses retranchements, Jean-Luc Clouard craque. C'est pas moi l'assassin, donc à un moment, bon, faites chier, quoi. Voilà, donc je sais ce que je vous dis. Si vous voulez penser que c'est moi, donnez-moi des preuves que j'étais à tel endroit et que je sais ce que j'ai fait et j'ai pas assassiné cette petite fille, quoi. C'est clair. Les policiers finissent par reconnaître sa bonne foi. Le journaliste est mis hors de cause
Mais il n'a jamais oublié ces auditions angoissantes. Et des suspects comme ce journaliste, les policiers en entendent des dizaines sans jamais rien obtenir. Jusqu'au jour où ils reçoivent enfin un signalement un peu plus prometteur, un mois environ après la mort de Sophie. Cette fois, les policiers tiennent peut-être l'assassin. De nombreux témoignages concordent. L'homme du portrait robot a été vu rôdant autour de l'école de Sophie. La PJ place aussitôt l'établissement sous surveillance. Et le type réapparaît très vite. Il revient fureter devant l'école. La ressemblance avec le portrait robot est frappante. Les policiers lui tombent dessus. Les gardiens de la paix, sur l'intervention de parents d'élèves, interpellent devant l'école du centre un jeune homme qui semblait surveiller les sorties de l'école. Et effectivement, le portrait robot ressemblait. Bon. Et on lui demande ce qu'il faisait là. Évidemment, il a dit qu'il se promenait. Ah bon. Guillaume et Jérôme sont immédiatement convoqués. On leur demande d'identifier le suspect parmi 4 hommes alignés derrière une vitre sans teint. Même si lui, il nous voit pas, c'est toujours impressionnant, quoi. On a le cœur qui bat à 200, on se dit est-ce qu'on va le voir? Les garçons le traquent. Mais bingo, Guillaume désigne l'homme qui traînait devant l'école. On le place en garde à vue. On lui donne lecture des faits qui étaient visés, à savoir assassinat, tentative de viol. À partir de là, ce garçon est devenu tout à fait anéanti. Il ne pouvait plus rien en faire. Et il ignorait pratiquement où il habitait, complètement perdu. Il était incapable d'aligner 2 mots. Il pleurait. Désarçonné, incohérent, l'homme semble avoir quelque chose à cacher. Les policiers finissent par comprendre qu'il travaille dans une banque. Ils découvrent qu'il a un alibi le jour du meurtre. Mais alors, que faisait-il à la sortie de l'école? Il vient souvent regarder les petites filles? Les policiers le bousculent, ils veulent comprendre. L'homme finit par avouer. 2 fois de suite, cette personne, à quelques jours d'intervalle, passe devant l'école et il avait eu son attention attirée, il avait flashé en fait sur une mère d'élèves qui se trouvait à la sortie de l'école. Les hommes de la PJ voulaient y croire, mais la piste s'arrête là, retour à la case départ. Avec un gros doute, car les policiers comprennent qu'ils ne pourront pas se fier au témoignage de Guillaume. Il n'est jamais simple d'identifier un suspect, mais à 13 ans, l'exercice est particulièrement délicat. Et il y avait de la ressemblance, c'est vrai. On ne peut pas le nier. Et je crois que le petit a été choqué. C'est la première fois qu'on lui présentait quelqu'un. Les policiers comprennent qu'ils vont devoir adapter leur stratégie. Si on prenait trop souvent Guillaume comme témoin, il allait se passer une chose, c'est qu'après, il allait confondre. Il ne plus savoir où il en était. Donc, il ne fallait pas en abuser. Il valait mieux être prudent, le garder vraiment dans des cas où on aurait eu quelqu'un qui n'avait pas d'alibi. Préserver Guillaume, c'est maintenant le mot d'ordre à la PJ. Mais le destin va s'en mêler, car c'est l'adolescent lui-même qui va aller au-devant de l'assassin. Le 11 février 87, 1 an après le meurtre de sa sœur, Guillaume croise le type en pleine rue. J'ai eu exactement la même impression que j'avais eu 1 an plus tôt dans l'appartement. J'ai d'abord été un peu choqué parce que la surprise était grande. J'étais persuadé que c'était lui et je l'ai suivi. Comme lui m'avait reconnu aussi quand je l'ai croisé, il s'est retourné, m'a repéré, j'ai disparu dans un magasin. Il a continué son chemin, je le suis ressorti. Il s'est retourné encore une fois, enfin ça a duré un certain temps comme ça. Il a fini par pénétrer dans un bar. Guillaume se cache. En voyant que l'homme reste dans le bar, il tente sa chance, il fonce chez lui pour téléphoner à la police.
Je pense que 10 minutes après que je l'ai croisé, la police était devant le bar. Les gardiens de la paix sont intervenus immédiatement. Cependant, ils n'ont rien trouvé. Les policiers l'ont manqué de peu. C'est un nouveau coup dur, mais cette rencontre fortuite conforte leur hypothèse de départ. On se dit, c'est quelqu'un d'Annemasse, c'est quelqu'un qui habite Annemasse et qui est toujours sur Annemasse. Je pensais qu'il aurait été suicidaire pour quelqu'un qui avait fait ça, dont le portrait robot était passé dans tous les journaux de la région et même en Suisse, de venir se promener parce qu'il était à moins d'1 kilomètre à vol d'oiseau de l'endroit où il avait assassiné ma sœur. Sitôt après avoir croisé l'assassin, Guillaume vient à la PJ affiner son portrait robot. En 1 an, le meurtrier a quelque peu changé. Il a troqué ses lunettes en écaille pour une paire à monture métallique plus ronde. Il arbore aussi une légère moustache. À la diffusion de ce nouveau portrait robot, les dénonciations reprennent de plus belle. Le portrait robot nous a amené à avoir beaucoup de travail, puisqu'il a fallu, à un moment donné, on en avait tellement, finalement, qu'on faisait ça sur un registre. On devait être au moins à 300. Ce climat de suspicion, je trouvais qu'il était sain qu'il soit entretenu. Parce qu'au moins, on voyait que l'affaire était toujours suivie de près. Et même la population d'Annemasse, les gens se surveillaient les uns les autres. Et c'était le but, ces portraits robots, justement, pour que quelqu'un reconnaisse la personne qui avait changé de lunettes d'une année à l'autre et qui pouvait correspondre à ce signalement. Madame Bouvier, votre fils Guillaume pense avoir croisé l'assassin dans la rue. J'imagine que c'est insupportable, l'idée que le meurtrier rôde comme ça et vit autour de vous, non? Pas du tout. Pas du tout. Je me suis dit, il n'est pas parti, il est là. Donc vous avez eu l'espoir qu'on puisse l'arrêter? Absolument. En plus, c'était le même quartier. Il ne l'a pas vu en dehors d'Annemasse. Je me suis dit que c'était très bien. Par contre, j'avais une terreur, pas permanente, mais quasi permanente. Je me disais souvent, j'espère qu'on ne va pas le retrouver parce qu'il aura tué une autre enfant. Et ça m'habitait tellement que ça m'empêchait presque de vivre. À cette époque, étiez-vous au courant des 2 agressions? Pas du tout. Par contre, j'aurais appris que 3 mois avant, une petite fille avait été agressée pour la descendre à la cave pour essayer de la tuer. Les médias en auraient parlé, ma fille ne serait pas rentrée toute seule de l'école. Ça, c'est clair. Et qu'est-ce que vous avez pensé du fait que cette agression et ces agressions, parce qu'il y avait aussi notre petite Angélique, n'avaient pas été du tout médiatisées? Alors, je suis allée me renseigner auprès de la presse locale, le Messager au Dauphiné Libéré, et on m'avait dit qu'il y avait eu un veto, soit par le commissariat de police, soit par la mairie, ça je ne peux pas vous le dire, de ne pas en parler parce qu'il y avait les municipales qui se préparaient, qui étaient... Sophie est partie le 13 mars, les municipales étaient le 16 mars. Et qu'est-ce que vous en pensez? Les parents pas avertis, c'est vrai que, je le pense toujours, c'est très grave. Et pendant cette période-là, quel contact avez-vous avec le juge, les policiers? Est-ce qu'ils vous informent? Oui, écoutez, on a été portés et on a eu une chance extraordinaire. On a eu une équipe de police judiciaire très pudique, très attentionnée, avec beaucoup de tact, beaucoup d'échanges. Ils nous avaient donné leur numéro de téléphone personnel. Je pense qu'ils partageaient aussi notre souffrance. Et ils nous ont portés jusqu'au bout. On savait qu'ils n'abandonneraient jamais. Il y avait une empathie, il y avait je vous dis, de l'affection. Et ça jusqu'au bout, on leur a fait confiance. Vous n'avez pas déménagé? Vous avez continué à habiter le même quartier? Oui. C'était là où Sophie avait vécu. J'ai eu l'idée au départ de déménager. Et puis après, je me suis dit non, Sophie était là. On a vécu tous ensemble, là. Dominique, le tueur aux cordelettes semble se tenir tranquille jusqu'en janvier 89, quand une nouvelle agression a lieu, 3 ans après l'assassinat de Sophie. À Annemasse, encore, cette fois-ci une adolescente, elle a 15 ans, elle s'appelle Sylvie, elle rentre de l'école
Il est 17h30, elle habite dans un immeuble au 5e étage. Elle a l'habitude de sortir sa clé, de préparer sa clé dans sa main pour ouvrir la porte de l'appartement parce qu'elle n'aime pas traverser le palier qui mène à l'appartement parce qu'il est sombre. Elle ouvre la porte de l'appartement et à ce moment-là, un type qui sort de nulle part surgit derrière elle, la bouscule dans le hall de l'appartement. Là, il y a une table basse avec un vase. Le vase va tomber en faisant beaucoup de bruit. Sylvie raconte qu'elle tombe à la renverse sur la table. L'homme se précipite sur elle, il se penche sur elle. Le reste, elle le raconte sur son procès-verbal, recueilli par la police. L'homme a mis sa main sur ma bouche pour m'empêcher de crier. Dans l'autre main, il brandissait une bouteille contenant un liquide transparent. Je ne sais pas si ces deux mains étaient gantées, mais celle qui était posée sur ma bouche l'était. Il n'a pas parlé, je n'ai pas entendu le son de sa voix. Et j'ai crié 2 fois. À ce moment-là, l'homme va avoir une seconde d'hésitation et il s'enfuit, il dévale l'escalier, il disparaît. Et à quoi il ressemble, cet homme? Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il a le visage dissimulé. Et Sylvie va dire aux enquêteurs, il a quelque chose de noir sur le visage, mais je n'ai pas vu ses yeux ni sa bouche. Donc ce n'est pas une cagoule, il n'y avait pas d'orifice. Donc les enquêteurs vont penser à un bas de femme, sombre. Elle peut simplement donner une approximation sur sa taille, 1,80 m. Pourquoi les policiers font-ils un lien avec les précédentes affaires? C'est vrai que cette fois-ci, c'est une adolescente de 15 ans. On ne retrouve pas de cordelette, pas de scotch. En revanche, on a un mode opératoire qui est ressemblant avec Sophie et avec Sylvie. Les enquêteurs sont persuadés que cet homme-là repère ses victimes, qu'il les suit et qu'il les attend. Dans le cas de Sylvie, il était caché dans un local technique qui se trouve sur le palier. Et puis, il y a autre chose qui va intriguer les enquêteurs, c'est que chez Sophie, sur la scène de crime, on n'a trouvé aucune empreinte digitale. Et on comprend que peut-être s'il porte des gants, puisque Sylvie va dire quand elle est agressée, il avait une main gantée. Donc il doit porter des gants. Donc c'est peut-être le même homme qui a agressé Sylvie et qui a tué Sophie. Et on n'a pas trouvé d'empreinte digitale chez Sophie parce qu'il porte des gants. Si c'est bien le tueur aux cordelettes qui s'en est pris à Sylvie, cette fois, il a manqué son coup. L'adolescente en est quitte pour une sacrée trouille. Mais ça ne dissuade pas l'assassin et 6 mois plus tard, il passe de nouveau à l'acte. 4 ans après le meurtre de Sophie, ce soir d'août 1990, Nathalie fait la fête. À 21 ans, elle souffre d'un léger retard mental. Et lorsqu'elle quitte la soirée, Nathalie se perd dans les rues d'Annemasse. À 1h30 du matin, la jeune femme traverse seule le pont qui conduit à l'autoroute. Ce pont, la nuit, à cette heure-là, en dehors de la ville, est déjà un endroit relativement, sinon glauque, en tout cas extrêmement périlleux pour une jeune fille. Au beau milieu du pont, un homme attaque Nathalie par derrière et l'entraîne de force sur la berge. Celui-ci, sous le pont, va la ligoter, va la dénuder. Nathalie aurait finalement manifesté un certain consentement. Et ce consentement, curieusement, va le démobiliser, en tout cas va totalement, finalement, le démonter. Quand il a voulu la violer, en réalité, son érection a totalement faibli. Sa tentative de viol a échoué, il s'est déchargé, c'est ce qu'on va comprendre ensuite dans un chiffon. En se laissant faire et en étant consentante, Nathalie a déstabilisé son agresseur. Il l'abandonne nue, ligotée à une table de jardin. Nathalie n'a pas vu son visage car l'homme portait un bas sur la tête. Mais elle a repéré qu'il avait un sac à dos. Pourtant, pour les policiers, il s'agit bien du tueur aux cordelettes. Au départ, il aimait les petites filles, peut-être après, il avait 6 ans après, peut-être qu'après, 5 ou 6 ans après, il a peut-être évolué lui aussi. Toujours est-il, c'est qu'on retrouve toujours le même matériel. Du scotch, des cordelettes, et puis aussi un flacon de verre, comme pour Sylvie. Grâce au témoignage de Nathalie, les policiers vont comprendre de quoi il s'agit. L'auteur
lui a collé un linge. Elle nous a dit ça m'a assommé un peu, ça m'a endormi. Par ailleurs, elle avait également une légère abrasion de la lèvre supérieure. C'est ce qui nous a conduit à penser qu'il pouvait s'agir effectivement de chloroforme ou d'éther. Les policiers reprennent leur travail de fourmi dans les pharmacies à la recherche de toute personne ayant acheté du chloroforme. Mais les recherches tournent court. 4 ans d'enquête, 5 agressions. C'est l'impasse totale. Monsieur le juge, 5 agressions. Ces victimes n'ont plus le même profil, en fait. Elles n'ont pas le même âge, mais nous avons affaire à une seule exception près, toujours à de jeunes adolescentes. Et l'exception près, c'est une victime qui est psychiquement fragile, va-t-on dire. Vous pensez que l'assassin a changé ? Les enquêtes de police et les publications de portraits robots l'ont amené à évoluer. Au début, on a affaire à quelqu'un qui prépare beaucoup, qui fait des repérages. Il intervient en plein jour. Le visage découvert. À visage découvert. Certes dans des locaux clos, mais après avoir suivi ses victimes à l'extérieur. Ensuite, j'ai eu le sentiment d'avoir affaire à quelqu'un qui avait plus un comportement de prédateur, plus d'opportunisme. Il intervient à visage masqué, avec une cagoule, des vêtements sombres, il change de look, et il intervient aussi la nuit. En août 90, 4 ans après les faits, l'assassinat de la petite Sophie n'est donc toujours pas résolu, et vous tentez le tout pour le tout. Je décide surtout de faire procéder à des interpellations, surtout la nuit, de toute personne dont les caractéristiques se rapprocheraient plus ou moins. C'est quoi les caractéristiques, précisément ? Notamment un sac à dos, notamment des vêtements sombres, et la présence dans un sac à dos d'éléments, mais encore faut-il interpeller, ouvrir un sac avant de savoir ce qu'il y a dedans. Ça fait beaucoup de monde quand même, oui, les gens qui se baladent dans la rue la nuit avec un sac à dos. déjà tellement de monde. C'était la solution du désespoir un peu ? Il n'y a jamais eu de désespoir. Il y a toujours eu le sentiment qu'il ne fallait pas, en aucune façon, lâcher l'affaire Sophie Bouvier et les affaires qui y étaient liées, je ne les oublie pas non plus. On a le sentiment que, pour vous, comme pour les policiers, c'est une affaire très personnelle, en fait. C'est une affaire, oui, qui ne peut pas ne pas toucher l'être humain, au profond. Quand vous voyez cette jeune fille, je parle surtout de Sophie, quand on voit les conditions dans lesquelles elle décède, quand on voit son âge, quand on voit le fait que beaucoup d'autres enfants dans les mêmes conditions pourraient potentiellement être les victimes, oui, c'est une affaire qui nous a beaucoup touchés. L'aspect affectif était permanent, constant, ne m'a jamais quitté d'ailleurs. C'est sans doute une affaire qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué à l'époque. Et c'est toujours encore difficile d'en parler, croyez-le. 28 ans se sont écoulés. À partir de l'été 90, Annemasse est à nouveau sous la surveillance des policiers. Toute personne avec un sac à dos est un suspect potentiel. Certainement que beaucoup d'individus ont dû ouvrir leur sac à ce moment-là. Finalement, ça a payé, on ne s'est pas découragé. Bon, la chance, un jour, nous a souri. 25 mars 91, 7 mois après l'agression. Les policiers patrouillent de nuit. Lorsqu'à 3h30, ils sont appelés pour une tentative de cambriolage dans une boutique du centre d'Annemasse. Et à peine quand il fait 200-300 mètres en descendant la rue de la Gare, qu'il croise un individu qui, à la vue de véhicules de police, prend la fuite en courant. Il l'interpelle. Cet individu a sur la tête un bas, noué et replié. Il porte un sac à dos. Et ils lui ont demandé ce qu'il faisait avec son sac. Et puis évidemment, ils ont ouvert le sac, ils ont trouvé des ficelles, des gants, une bombe lacrymogène ou une affaire comme ça, enfin bref. Tout le matériel qui était signalé dans la note d'attention qu'on avait diffusée très peu de temps avant. Au commissariat, le commandant de permanence ce soir-là interroge le suspect.
Je lui demande verbalement ce qu'il fait à 3h30 du matin dans la rue d'Annemasse avec un sac à dos et du matériel hétéroclite dans son sac. Alors bien sûr, j'ai des réponses qui sont complètement irrationnelles ou fantaisistes. Il me raconte qu'il a été agressé précédemment dans la rue d'Annemasse et qu'il est à la recherche de ses agresseurs. Alors je lui demande s'il y a des raisons à ce que ces agresseurs se trouvent dans la rue à 3h30 du matin. Il ne sait pas trop quoi répondre. Il a des réponses évasives qui sont en tout cas pas du tout satisfaisantes. Plus le temps passe, plus le policier a la conviction d'avoir face à lui l'homme après lequel il court depuis 5 ans. En plus, je vois l'individu des visus et je vois son faciès et je trouve une certaine ressemblance, même si le portrait robot de la petite Bouillie a été fait 6 ans avant, je trouve que le portrait robot ajouté à 6 ans d'âge, il y a une certaine ressemblance quand même. Alors il est 3h30 du matin. Fort de cette conviction, j'appelle tout de suite mon collègue Georges Cassiaguera de la police judiciaire d'Annecy. Il m'a dit, écoute, je crois que ça y est, on l'a. L'inspecteur Cassiaguera arrive aux premières lueurs du jour. En découvrant le suspect, il tombe des nues. C'est un individu qui présente bien. Une gueule d'enfant de cœur. Qui se nomme Lucien Gilles de Vallière. Un fils de bonne famille. Âgé de 24 ans, mais il faisait effectivement plus jeune que son âge. Un étudiant qui ressemble encore à un lycéen. Il s'exprime très bien. Il n'a pas l'air d'être affolé, particulièrement perturbé par sa situation. Du jamais vu pour les policiers. L'homme n'est pas mêlé au cambriolage pour lequel il patrouillait. Il est donc tombé entre leurs mains par hasard sur un coup de chance. Avant de poursuivre leur interrogatoire, ils se rendent chez lui dans l'espoir d'y trouver des preuves. Gilles de Vallière habite encore chez sa mère dans le centre d'Annemasse, tout près de l'immeuble de Sophie. Sa chambre est un fatras de carton et de papier. Les policiers font immédiatement une découverte bizarre. D'entrée, ce qui nous a interpellés, c'est la présence sur un des carreaux de la fenêtre d'une feuille de papier Kraft sur laquelle une fenêtre avait été découpée. Il a fait comme un œilleton, où il peut photographier la rue, et ça, c'est pour les photographies avec des filles. Il les photographiait au moment où elles montaient dans leur voiture, où elles descendaient de leur voiture, lorsqu'elles passaient sur le trottoir en bas de chez lui. Il appelait ça des scènes de rue. 4200 photos de femmes au total. De Vallière leur attribue des notes et des commentaires du genre « talons hauts noirs, 16/20 ». Rousse montant dans sa voiture. Le tout est conservé dans 2 grands classeurs. Ces cahiers comportaient des références à la couleur des cheveux des personnes qui photographiaient, BR, BL, brune, blonde. Pour certaines des personnes photographiées, numéro d'immatriculation, pour certaines adresses et pour certains numéros de téléphone. Les policiers mettent aussi la main sur un attirail qui leur laisse peu de doute. On retrouve du scotch, du ruban adhésif, les cordelettes, des flacons contenant de l'éther, des sous-vêtements féminins, des revues pornographiques. Et puis il y avait surtout les articles de presse concernant les agressions sexuelles. Donc tout a été saisi parce qu'il fallait quand même qu'on se dépêche, parce que le temps pressait et puis il fallait l'entendre sur tout ça. Les policiers ont la conviction d'avoir arrêté le meurtrier de Sophie, mais une conviction, ça ne suffit pas. On a un portrait robot qui date de 6 ans, donc qui n'a plus aucune fiabilité. On n'a rien du tout. S'il ne passe pas des aveux, l'affaire ne sort pas. On ne peut pas sortir une affaire s'il ne passe pas des aveux, quoi. Alors l'inspecteur Cassiaguera tente un coup de bluff. Il
fait comprendre au jeune homme qu'avec tout ce matériel, ils ont de sérieuses preuves contre lui. Tandis que ses collègues sont encore en pleine perquisition, le policier parle à Devallière. Garcia-Guerra lui a posé la question, il a dit « La petite Sophie, c'est toi ?» Elle a dit oui. Il reconnaît tout de suite les faits, on s'en étonne d'ailleurs. Et il nous dit qu'il a eu peur de prendre une trempe, quoi. Il a eu peur d'être passé à tabac et de prendre une trempe. C'est ça qui l'a fait qu'il a craché tout de suite. Mais parce qu'on n'a pas affaire à un bandit, on n'a pas affaire à un voyou, quoi. On a l'habitude de côtoyer des gens qui sont extrêmement durs à l'interrogatoire. Lui, c'est pas le cas. C'est un gamin de 25 ans qui n'a jamais eu affaire à la police, quoi. Je crois que... on a soufflé, hein. Avec ce qui t'est passé, je crois que... on a peut-être arrêté l'hécatombe. Hein. Tu as été satisfait, bien sûr. Voilà. Dominique Devallière va reconnaître aussi les agressions d'Angélique, Stéphanie, Sylvie et Nathalie, mais aussi d'autres agressions. Oui, 6 autres agressions, Frédéric, qui n'ont pas été repérées par la police ou pour lesquelles les victimes n'avaient pas déposé plainte. Alors, 3 agressions à Genève, 3 autres agressions à Annemasse ou à proximité d'Annemasse. À chaque fois, ces agressions ont tourné court parce que les victimes ont crié ou se sont débattues. Et hormis un cas où il agresse une adolescente de 15 ans, toutes ces victimes sont des jeunes femmes. Et en quoi ces agressions étaient-elles différentes ? Parce qu'il y a des agressions au domicile de ces victimes, parce qu'il y a aussi des agressions dans des parkings ou des agressions carrément dans la rue. Il n'a jamais eu le temps de sortir ces fameuses cordelettes et son ruban adhésif. Mais il dit aux policiers, j'avais bien tout ça sur moi. Et c'est parce on n'a pas retrouvé sur les scènes, sur les lieux des agressions, ce scotch et ces cordelettes que les policiers ne font pas le rapprochement avec l'agression et la mort de Sophie. Et lors de l'une de ces agressions, il manque d'être pris sur le fait. Oui, c'est en janvier 1991. Il a repéré une nouvelle victime dans une maison. Il pense qu'elle habite seule. Au moment où elle ferme ses volets, il se précipite dans la maison. Il agresse cette femme dans sa salle de bain. Il essaie de la violer. Elle crie. Heureusement pour elle, son compagnon est dans la maison. Il vient à son secours. Il poursuit Devallière. Et en le poursuivant, eh bien, cet homme va trébucher, passer à travers une baie vitrée et s'ouvrir les bras, se blesser tellement grièvement qu'il ne pourra plus exercer sa profession de mécanicien. Monsieur le juge, comment Devallière repérait-il ses victimes ? Sophie, par exemple, il vient 3 fois dans les lieux, sur l'immeuble. Déjà, encore faut-il qu'il la repère dans la rue. Et ses propres propos étaient de dire « j'ai vu une jeune fille correspondant et qui m'a séduit ». Donc il la suit. Ensuite, il repère évidemment assez aisément là où elle habite. Il repère ses habitudes. Et ensuite, il fait un travail plus local de repérage et de préparation. C'est très exactement ce qui s'est passé chez Sophie, puisqu'il va à l'immeuble et il l'attend. À 2 reprises, il prend l'ascenseur avec elle. Il a même la capacité de connaître son prénom en discutant avec elle. Et la dernière fois, c'est du jour de l'agression, il se cache dans un local poubelle ou un local vide-ordure qui est à proximité pour pouvoir intervenir immédiatement au moment où elle ouvre la porte, puisqu'il n'a pas les clés à ce moment-là. Comment se passent les interrogatoires avec lui ? Devallière est extrêmement précis, net. Il a une mémoire, elle date déjà de plusieurs années, mais il a une mémoire totalement infaillible. Vous avez quelqu'un détaché, vous avez quelqu'un dont je me demandais régulièrement s'il se rendait bien compte qu'il était responsable des faits dont nous étions en train de parler. Et pas seulement de Sophie Bouvier, des autres aussi. Il est froid, il est quoi ? Il est plus que froid. Il a tenu certains propos. J'ai le souvenir de la reconstitution des faits que j'ai tenu à faire sur les lieux. Il m'écrit pour me dire qu'il ne souhaite pas y participer. Je le fais quand même extraire de la maison d'arrêt et amener sur les lieux, c'est le moins qu'on puisse faire. Et une de ses réactions, c'est de me dire ce que vous êtes en train de faire est inhumain, de me ramener sur les lieux. Je vous laisse... Lors de la perquisition à son domicile, je crois que vous avez retrouvé un carnet intime, un journal intime. C'est exact. Dans ce carnet intime,
Quelques jours seulement après l'assassinat de Sophie Bouvier, il écrivait « Ça ne va pas trop mal ». Terrible. Et sa mère, comment elle a réagi? Votre question, c'est savait-elle, ne savait-elle pas, pouvait-elle avoir des signes prémonitoires? Et je me suis longtemps interrogé, on l'a entendu, elle a été mise en garde à vue à l'époque, et toujours en conscience. Je n'ai pas trouvé les éléments me permettant d'inculper. Ça ne pouvait pas l'avoir alerté quand même, tous ces éléments? Mon sentiment, c'est que toute mère devrait avoir été alertée. Mais c'est un sentiment tiré de la vie courante, tiré de la morale. C'est pas un sentiment tiré d'une analyse de preuves judiciaires. Gilles de Vallière a seulement 24 ans quand il est arrêté. C'est au psychiatre de tenter de comprendre comment cet homme si jeune en est arrivé là, fantasmer sur des petites filles et en tuer une. Gilles de Vallière est l'enfant unique d'un couple de bonne famille. Son père est un professeur de mathématiques brillant, mais c'est un homme froid, très cassant avec ce fils qu'il admire. Sa mère, au contraire, déborde d'amour pour son seul garçon. C'est une mère qui est quelque part très possessive, c'est très fusionnel, les rapports entre eux sont très fusionnels. D'un côté, il trouve ce que le père ne lui offre pas, mais d'un autre, elle l'écrase un peu. Malgré ce contexte familial quelque peu bancal, le petit garçon connaît une enfance heureuse. Elle s'achève brutalement alors qu'il a 9 ans. Un jour, un inconnu le repère dans la rue et l'entraîne dans une cave. Il a été victime d'un pervers qui l'a contraint à lui faire une fellation. Il s'en est ouvert à ses parents. Il l'avait même mis par écrit, ce qui n'était pas banal. Je crois que son père n'a pas cru devoir donner suite, sa maman n'a pas déposé plainte. Mais ne pas aller porter plainte, c'est une façon de ne pas faire appel à la loi. C'est dire à l'enfant, tu peux subir un tel événement sans que la loi s'en mêle. Les parents de Vallière agissent comme si rien ne s'était passé. Mais le petit garçon, lui, n'y parvient pas. Seul, avec son angoisse, il se lave les dents jusqu'à 10 fois par jour. Peu de temps après son agression, Gilles de Vallière commence à se déguiser en fille, chez lui, puis dans la rue. Et avec l'âge, sa manie s'amplifie. Entre-temps, ses parents ont divorcé et Gilles vit seul avec sa mère. Un jour, elle tombe sur le carton de vêtements de femme de son fils. Une fois encore, elle ne veut rien savoir. Elle jette ce carton d'une manière brutale, pensant mettre fin ainsi à ce penchant. Dans le silence de la non-explication, tout le monde comprend qu'on est dans l'interdit. Et dans le plaisir de l'interdit. C'est la définition propre de la perversion. La perversion, dans sa définition originelle, enfin, c'est de prendre du plaisir à l'interdit. Ça l'oblige à élaborer une autre forme de perversion et il va, en quelque sorte, faire un déplacement pervers, si j'ose parler ainsi. Et ce déplacement, avec tout ce qu'il a connu, vont tout doucement se structurer sur un mode de fonctionnement pervers qu'il va, à partir d'un moment, répéter régulièrement, de toute façon toujours le même. Ses vêtements jetés sans explication, Gilles de Vallière élabore un scénario érotique dans lequel il bâillonne et ligote des femmes qui deviennent ses jouets. Un scénario largement inspiré des bandes dessinées porno que les policiers ont retrouvées chez lui. Dans ces BD sadomasochistes, les femmes sont violentées et attachées. Dans l'une d'elles, un homme découpe même le chemisier d'une victime avec un couteau. Pourquoi de Vallière a du plaisir à voir une femme attachée? Pourquoi des bandes dessinées existent avec ce type de représentation? C'est que ça représente effectivement des formes pulsionnelles qui correspondent à des formes d'érotisme de la société.
Les fantasmes de Devallière vont le conduire à tuer à l'issue de son scénario fantasmatique. Avant de mourir, la petite Sophie subit une séance de torture. La fillette de 10 ans est alors à moitié nue, ligotée et bâillonnée sur son lit. Il explique avec des termes absolument insupportables qu'il découvre le corps d'une jeune femme, qu'il regarde les organes intimes, qu'il prend le temps d'ouvrir les jambes. Bref, des détails qui sont sordides, mais qui sont tellement importants pour comprendre la personnalité de cet individu qu'on ne peut pas ne pas les relever. On peut imaginer à ce moment, évidemment, ce que vit cet enfant. De ses petites mains, elle a attrapé une peluche à laquelle elle se raccrochait, comme peut-être pour revenir à sa réalité d'enfant, en train de vivre un drame absolument insupportable. Et lui, au lieu d'être apitoyé, il continue, il emmène la petite fille dans la salle de bain, où il a commencé à faire couler un bain. L'image qu'il a dans l'érotisation qu'il fait du corps de la femme, elle est dans le corps mouillé, dans le corps qui a reçu de l'eau. Il, je pense, arrive à ce moment-là au zénith de son excitation. Et ensuite, après s'être masturbé, il explique que tout d'un coup, il réalise que peut-être, il n'est peut-être pas seul dans l'appartement, que quelqu'un peut arriver. Et là, il va enfoncer, non pas avec les mains, mais avec le pied, la petite fille au fond de la baignoire. Et la petite fille va se noyer dans ces conditions-là. Il dira que ça dure 5 secondes, ça a été sans doute beaucoup plus long que cela. Et la petite fille va décéder dans ces conditions abominables. Comment Devallière a-t-il pu commettre un tel crime alors qu'il n'avait que 18 ans? Le juge d'instruction demande au psychiatre de l'aider à comprendre. Devallière, la volonté de tuer, consciemment, certainement pas. Mais dans la réalité, nous, on parle de victimes. En réalité, pour Devallière, c'est des objets. C'est plus un élément humain. Lui, son plaisir, il est lié à ce qu'il provoque chez la victime. Il jouit de cette terreur qu'il inflige à cette victime. Et c'est là qu'il est dans un plaisir, jusqu'à une excitation totale, où il va, par exemple, noyer la petite Sophie. Pour les psychiatres, Gilles Devallière est ce que l'on appelle un grand pervers. Une déviance qui ne l'a pas empêché de mener une vie normale. Lorsqu'il a été arrêté, Gilles Devallière était étudiant en chimie, totalement passionné d'informatique. À 24 ans, il avait eu 2 petites copines, dont l'une rencontrée sur Minitel. Ses rapports sexuels avec l'une et l'autre étaient parfaitement banals. Derrière cette vie en apparence rangée, Gilles Devallière partait en chasse, roller au pied, un prédateur à la recherche de nouvelles victimes. Comme s'il souffrait d'un dédoublement de la personnalité, ce que les psychiatres contestent. À aucun moment, on relève le moindre éclatement de sa personnalité. Rien, mais absolument rien, au point de vue signe clinique, ne peut évoquer une personnalité schizophrène. Il ne pose pas de problème sur le plan du fonctionnement général. C'est bien pour ça que nous l'avons reconnu complètement responsable de ses actes. Pour les psychiatres, Gilles Devallière n'est pas fou. Il est donc en mesure d'être jugé et va devoir préparer sa défense. Maître Canet-Fischer, vous devez défendre un accusé très jeune, qui a commis des faits très graves. Comment vous l'abordez? Au début, c'est vrai, il a cherché un peu à m'impressionner. Quand il est arrivé en face de moi la première fois, il m'a dit « Quel effet cela vous fait d'être en face d'un monstre ?» Et moi, j'ai répondu tout naturellement « Pourquoi je devrais avoir peur ?» Puis à partir de là, c'était fini. La relation de confiance s'est instaurée. Il n'est pas froid? Tout le monde le décrit comme quelqu'un d'extrêmement froid. Non, avec moi, c'était même exactement l'inverse. Un jour, il m'a dit une phrase
« Maître, je vous en supplie, apprenez-moi les émotions, apprenez-moi la colère, apprenez-moi la peur. » Et on a travaillé pendant des mois là-dessus. Les experts psychiatres se sont beaucoup interrogés sur son cas à coup d'expertise et contre-expertise. Finalement, ils ont conclu qu'il n'était pas schizophrène. Est-ce que vous aviez, vous, des doutes quant à la santé mentale de votre client? Écoutez, je n'avais pas de doute, j'avais une certitude. On a jugé quelqu'un qui était un grand pervers, qui confond sa victime avec un objet. Il se sentait agi par une force à laquelle il ne pouvait résister. Et puis, c'était quelqu'un qui était emmuré en lui-même. Je vous rappelle qu'il a eu un trauma, puisqu'il a subi une fellation par un quinquagénaire à 9 ans, et que, par la suite, le monde du silence régnait autour de lui, puisque personne ne l'a aidé, et qu'il a commencé à se faire du mal à lui-même. Il s'était acheté des liens, il s'était acheté des bâillons, il avait trouvé sur des catalogues, il avait trouvé sur des bandes dessinées tout un tas de scénarios. Donc, il s'était inventé un double, une fille qui était avec lui, et il en avait besoin de cette compagnie. Et cette fille, si vous voulez, il lui faisait du mal, mais c'était lui. Et évidemment, il avait des grandes souffrances, tout simplement parce qu'il n'a jamais pu parler à ses parents. Justement, sa mère, quelles étaient ses relations avec elle? Les relations avec sa mère, il n'y en avait pas. C'était des relations dans le non-dit, dans le silence. C'était des relations troubles et c'était des relations malsaines. Est-ce qu'elle aurait pu être alertée, cette femme, par le comportement de son fils? Parce que quand même, ces photos, ces BD porno, cet œilleton... Elle ne pouvait pas ne pas savoir. Elle a eu au moins le courage de dire « Mon mari et moi-même, nous avons une très lourde part de responsabilité. » Et vous savez, dans une justice idéale, qui n'existe pas, bien évidemment, c'est 4 personnes qui devaient être dans le box. 4. Lui, la personne qui l'avait agressé, qui lui avait fait faire une fellation, le quinquagénaire, et les 2 parents. Et ça, bien sûr, je ne pouvais pas le dire et ça n'existe pas. Le 9 décembre 1993, le procès de Gilles de Vallière s'ouvre donc devant la cour d'assises d'Annecy. L'homme a déjà été condamné à 7 ans de prison par le tribunal correctionnel pour 3 agressions avec violence. Il doit maintenant répondre de ses crimes, un assassinat, une tentative de meurtre et un viol aggravé sur Sophie, Stéphanie et Nathalie. Le procès de Gilles de Vallière va durer 5 jours. Le prétoire n'est pas assez grand pour accueillir tous les curieux, car l'audience s'ouvre dans un climat très lourd. Les assassins d'enfants font la une à l'époque et s'invitent dans le débat politique. 5 mois avant le début du procès, juste à côté d'Annemasse, Jessica a été assassinée par un ancien légionnaire, Michel Sidor. Elle avait 7 ans. 3 mois plus tard, en septembre 1993, c'est au tour de Karine, 8 ans, violée et tuée à Perpignan. Au bout de 8 jours de disparition, la petite Karine a été retrouvée cette nuit assassinée dans cette ancienne bergerie abandonnée au fond d'un puits sous des gravats. Son assassin, Patrick Tissier, est un multirécidiviste, tout juste sorti de prison. Ce crime bouleverse l'opinion et des voix s'élèvent pour demander le rétablissement de la peine de mort. Le garde des Sceaux, Pierre Méhaignerie, tente de calmer les esprits en proposant une nouvelle loi plus sévère. Pour éviter toute récidive, Pierre Méhaignerie propose que la condamnation à perpétuité pour meurtre d'enfant soit vraiment une condamnation à perpétuité. Jusque-là, grâce à des aménagements, un condamné à perpétuité pouvait voir sa peine de sûreté réduite. La loi Méhaignerie prévoit que ce ne soit plus possible. 12 ans après l'abolition de la peine de mort, ce projet de loi est un gage donné à tous ceux qui réclament plus de sévérité pour les assassins d'enfants. Et c'est ce texte qui est en discussion à l'Assemblée nationale quand s'ouvre le procès de Vallière.
Au moment où Lucien Gilles de Vallière entre dans le box de la cour d'assises de la Haute-Savoie, le débat est très vif sur cette perpétuité réelle qui se substituerait à la peine de mort. Et la population, notamment celle parmi laquelle va être tiré au sort le jury de la cour d'assises de la Haute-Savoie, est à cran. Dans ce climat, la défense a 2 cartes en main pour tenter de toucher le jury. L'enfance blessée de Gilles de Vallière et Césaire de fils de bonne famille. Ce garçon de 26 ans a agressé 11 jeunes filles et tué une enfant, mais il n'a pas la tête d'un monstre. C'est un gamin. C'est hallucinant. Lui, c'est vraiment le freluquet. 1m83, si ma mémoire est bonne, 60 kilos, donc il est comme ça. C'était tellement improbable que ce garçon ait pu commettre des faits d'une pareille atrocité. Cette gueule d'enfant de cœur, qui est toujours celle de Vallière, se double d'une grande intelligence. L'un des psychiatres qui l'a interrogé de longues heures en prison a peur qu'il manipule le jury. Du coup, contrairement à ses habitudes, une fois son témoignage terminé, le médecin s'assied au fond de la salle pour écouter les débats. Là, je suis resté, parce que j'avais envie de voir comment allait se passer l'impact de Gilles de Vallière sur la cour. Et quand le président lui demande de raconter le crime de Sophie, il dit qu'il a fait couler de l'eau tiède et pas de l'eau froide. Il a tué cette gamine de 9 ans. Et le seul élément où il se raccroche, c'est qu'il a fait couler de l'eau tiède, comme quoi il a fait attention à Sophie. C'est abominable. J'ai compris à ce moment-là que de Vallière avait montré qui il était. Je suis parti à ce moment-là. Les victimes, elles, espèrent toujours obtenir des réponses aux questions qu'elles se posent depuis si longtemps. Elles vont en être pour leurs frais. On lui a demandé pourquoi il avait immergé ma sœur. Est-ce que ça faisait partie d'un jeu qu'il avait mené avec elle ou est-ce qu'il voulait vraiment l'assassiner? Il a répondu que lui trouvait que l'eau était quelque chose de très érotique et que d'ailleurs il adorait se promener sous la pluie. Donc tout était de ce niveau-là. On aurait dit qu'il déroulait une liste de courses, quoi. Que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tout toujours froid, toujours sans aucune émotion, ni dans la voix, ni dans le regard, ni dans rien, quoi. Derrière les réponses mécaniques de Vallière se dessine le portrait d'un jeune homme que rien n'atteint, parfaitement maître de lui. Son mode de fonctionnement est à ce point pervers que les psychiatres, chose rarissime dans un procès, se montrent catégoriques. En 92, on ne sait pas soigner, guérir une perversion. Et quand c'est un niveau d'un de Vallière, avec sa structuration, avec son obsessionnalisation et avec toute son intelligence, ça donne une personnalité très dangereuse, mais en même temps insoignable. Maître Canet-Fischer, les experts ont décrété qu'il s'agissait d'une personnalité dangereuse et insoignable. C'est un avis qui vous alarme, j'imagine, quant à l'avenir de votre client. Dans les conclusions des experts, il y a un constat d'impuissance. Nous le déclarons incurable parce que nous ne savons pas le soigner. Il faudrait que les experts français, ce que j'avais dit déjà il y a 22 ans, aillent faire une formation spécialisée pour soigner les grands pervers, ce qui existe au Canada dans des instituts spécialisés. Il avait commencé à se soigner en prison? Il avait commencé une thérapie? Oui, il avait commencé une thérapie à Vars pendant plusieurs mois avec le docteur Ballier. Et cette thérapie, donc, le docteur Ballier avait dit qu'elle commençait à avoir des résultats. Pourtant, son attitude au procès ne vous a pas beaucoup aidé. Mais son attitude au procès, elle est conforme à la personnalité qu'il avait. On ne peut pas soigner quelqu'un en 1 an et demi, c'est évident. Oui, mais 7 ans plus tard, il n'est pas capable de prononcer le moindre mot de remords ou de regret pour la petite Sophie. On ne peut pas lui demander des remords et de la culpabilité sans qu'il ait été soigné et pris conscience pas seulement de la réalisation de son scénario, si vous voulez, mais que l'autre, il l'a vécu comme un objet. C'est là qu'il faut le déprogrammer. C'est ce que vous avez plaidé?
j'ai plaidé autour de 3 axes. Est-ce un pervers génétique? Est-ce un pervers éducatif? Ou est-ce un pervers traumatique? Alors, pervers génétique, bon, j'ai écarté cette hypothèse qui me paraît archaïque aujourd'hui. Et est-ce un pervers traumatique? Ben forcément, puisqu'il a subi un trauma à l'âge de 9 ans dans une cave par un quinquagénaire qui lui fait subir une fellation. Mais surtout, à 100%, à 300%, à 2000%, c'est un pervers éducatif. Je crois que vous avez bien compris pour moi quels sont les vrais responsables. On l'a traité de monstre? Il y a des actes monstrueux, il n'y a pas d'hommes monstrueux, il n'y a que des êtres humains. Pour moi, en tout cas, ce n'est pas un meurtrier. Il n'a jamais eu la volonté de tuer personne. Ça n'a jamais été dans son scénario. Ce n'est pas un meurtrier. C'est quelqu'un qui voulait réaliser son scénario pervers de l'autre vécu comme un objet. Mais ça devait obligatoirement se finir mal. Les délibérations sont rapides, 2 heures. Gilles de Vallière est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 30 ans. C'est le maximum prévu par la loi. Pour Stéphanie, qui avait failli mourir étranglée dans une cave, c'est une libération. Et là, aujourd'hui, il y a un soulagement profond. On s'exorcise. Je me suis exorcisée aujourd'hui de tout ce que j'ai retenu pendant 8 ans. Lorsqu'il quitte le palais de justice, Gilles de Vallière sait qu'il restera en prison jusqu'à 56 ans, au moins. Madame Bouvier, quel souvenir gardez-vous de ce procès? Quand le 2e jour, le président du tribunal m'a demandé de venir parler à la barre de Sophie, ce qui m'a été très difficile, je me suis retrouvée avec devant le tribunal une petite table avec les vêtements de Sophie découpés par l'assassin. Ça faisait donc plus de 7 ans que Sophie était partie et les vêtements étaient tout petits. Et là, ça a été une douleur... je ne sais pas comment vous la qualifier, mais ça a été très difficile. Est-ce que vous vous étiez préparé à entendre la voix de cet homme et à le voir? Pas du tout. Cet homme, je l'avais enlevé de ma tête. C'est un monstre qui n'existe pas pour moi. Donc, je ne l'ai jamais regardé au procès. C'est un pervers profond qui n'a pas de sentiments, qui n'a pas d'émotions. C'est un pervers comme on en voit peu. Et qui est incurable. Dans l'état actuel de la science et de la psychiatrie, il n'y a pas de remède pour ce genre de personnes. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de ces assassins. On parle de leur profil psychologique, de leur passé, etc. Mais on ne dit pas assez ce que souffrent ces enfants. L'horreur et la terreur qu'elles vivent, et l'agonie. Elles doivent toujours... Moi, je pense à Sophie, quand elle a entendu le téléphone, elle a dû se dire « Maman va arriver ». Et ces petites filles qui doivent se dire « Maman va arriver » ou... C'est ça qui est épouvantable. Il ne faut pas que ça se reproduise. Comment vivez-vous aujourd'hui? Écoutez, j'ai déjà pu continuer professionnellement parce que j'ai eu la chance, j'avais une équipe de secrétaires qui était délicieuse déjà avant et qui n'a pas montré de compassion supplémentaire avec de petites... On est resté sur un plan d'humeur égal et ça m'a beaucoup aidé à tenir professionnellement. Et puis j'avais mon fils. Donc la souffrance de Guillaume, elle était tellement énorme que je me devais d'être debout. En 1993, l'appel n'existait pas aux assises. De Vallière s'est pourvu en cassation. Sa peine de sûreté a été ramenée de 30 à 22 ans. Milwaukee, Wisconsin. Fin des années 1980. Dans un immeuble modeste, des voisins se plaignent régulièrement d'odeurs étranges.
Il parle de nourriture avariée, de canalisation défectueuse, parfois même d'animaux morts. Les plaintes sont notées, puis oubliées. Rien ne semble suffisamment grave pour déclencher une intervention sérieuse. L'immeuble continue de vivre. Les gens entrent, sortent, croisent un jeune homme mince, discret, poli, qui ne fait pas de vagues. Personne n'imagine que derrière la porte de l'appartement 213, une réalité bien plus sombre est en train de se construire. Personne ne veut vraiment savoir. Pendant des années, Jeffrey Dahmé va évoluer dans cet espace de non-regard, profitant moins de l'aveuglement volontaire que de l'indifférence ordinaire. Son histoire n'est pas celle d'un monstre surgissant de nulle part, mais celle d'un homme qui glisse lentement hors du cadre sans jamais être stoppé. Jeffrey Dahmé naît en 1960, dans une famille américaine en apparence ordinaire. Son enfance est marquée par une instabilité émotionnelle profonde, bien plus que par des événements spectaculaires. Ses parents se disputent souvent, la maison est tendue, imprévisible. Jeffrey, lui, se replie très tôt sur lui-même. Il parle peu, observe beaucoup, et semble constamment ailleurs. À l'école, il n'est ni populaire ni totalement rejeté. Il est surtout invisible. Dès l'adolescence, il développe un sentiment de déconnexion. Il se sent différent, incapable de créer des liens durables. Il ne comprend pas les codes sociaux, ou peut-être les comprend-il trop bien pour s'y sentir à l'aise. Cette solitude devient structurante. Elle n'est pas ponctuelle, elle est permanente. Pour y échapper, Jeffrey se réfugie dans des obsessions étranges, liées à la mort et au contrôle, qu'il ne partage avec personne. Ses parents finissent par se séparer. Jeffrey se retrouve souvent seul dans la maison familiale. Cette période accentue son isolement. Il commence à boire très jeune, non pas pour faire la fête, mais pour anesthésier quelque chose qu'il n'arrive pas à nommer. L'alcool devient un compagnon constant, une manière de rendre supportable un monde qu'il ressent comme hostile ou inaccessible. À la fin de son adolescence, rien n'indique clairement ce qu'il deviendra. Il n'est ni violent en public, ni ouvertement menaçant. Il passe sous les radars. C'est précisément cette absence de signaux évidents qui permet à sa trajectoire de se poursuivre sans entrave. Jeffrey Dahmé ne provoque pas l'alerte. Il provoque le malaise discret, celui que l'on préfère ignorer. Lorsqu'il quitte le foyer familial, il ne part pas avec un projet clair. Il enchaîne les échecs scolaires, les emplois temporaires, les périodes d'errance. Sa vie semble flottante, sans direction. Mais sous cette apparente passivité, une obsession prend lentement de la place. Une obsession liée à la possession, à la peur de l'abandon, et à l'idée de figer l'autre pour ne plus jamais être quitté. Ce n'est pas encore une trajectoire criminelle visible. C'est une dérive intérieure. Silencieuse. Progressive. Et surtout, largement invisible pour ceux qui croisent Jeffrey Dahmé sans jamais vraiment le regarder. Le basculement ne se fait pas dans la fureur, mais dans le silence. En 1978, Jeffrey Dahmé a 18 ans. Ses parents viennent de se séparer, la maison familiale est presque vide, et il y vit seul pendant un temps. Cette solitude totale, combinée à l'alcool omniprésent, crée un espace sans limite. C'est dans ce vide que survient le premier acte irréversible. Il ne ressemble pas à une explosion de violence, mais à une tentative maladroite et désespérée de retenir quelqu'un, de ne pas être abandonné une fois de plus. Après cet événement, Dahmé ne s'effondre pas. Il ne se dénonce pas. Il ne fuit pas non plus. Il découvre autre chose, de beaucoup plus dangereux, le monde continue de tourner. Personne ne frappe à sa porte. Personne ne pose de questions. Ce silence extérieur agit comme une validation involontaire. Ce qui aurait dû être un point final devient un point de départ. Les années suivantes sont marquées par l'errance. Dahmé s'engage brièvement dans l'armée, où son alcoolisme chronique le rend inapte à toute discipline durable. Il est renvoyé, sans suivi, sans alerte majeure. Là encore, il disparaît administrativement sans laisser de traces. Chaque échec est absorbé par le système sans conséquences profondes. Chaque chute le conforte dans l'idée qu'il peut passer à travers les mailles. Installé plus tard à Milwaukee, il trouve un terrain propice à son isolement. Une grande ville,
des quartiers anonymes, une vie nocturne où les gens se croisent sans se connaître. Damé apprend à observer, à adapter son comportement, à se fondre dans les attentes sociales minimales. Il n'a pas besoin d'être charismatique. Il lui suffit d'être inoffensif en apparence. Poli. Calme. Prévisible. C'est à cette période qu'un élément crucial s'installe, l'habitude. Ce qui était autrefois exceptionnel devient méthodique. L'alcool n'est plus seulement un refuge, il devient un outil. Il lui permet d'agir sans affronter pleinement ce qu'il fait, de créer une distance entre lui et ses actes. Chaque fois, il repousse un peu plus les limites, tout en constatant que rien ne vient l'arrêter. À plusieurs reprises, des situations auraient pu tout faire basculer. Des voisins alertent. La police intervient parfois. Mais les contrôles sont superficiels, les soupçons rapidement dissipés. Damé correspond trop bien à l'image de l'homme maladroit, étrange mais non menaçant. Il parle peu, ne se défend pas agressivement, accepte les remarques. Cette docilité apparente des armes. L'un des épisodes les plus révélateurs survient lorsque des agents de police, face à une situation manifestement anormale, choisissent de faire confiance à ses explications plutôt qu'aux signaux évidents. Ce moment devient central dans la construction de son sentiment d'invulnérabilité. Ce n'est pas seulement qu'il échappe aux conséquences. C'est qu'il comprend que personne ne veut vraiment voir. À partir de là, Damé n'agit plus dans la peur. Il agit dans l'attente silencieuse que quelque chose l'arrête. Et comme rien ne vient, il interprète ce vide comme une permission. L'impunité n'est pas déclarée. Elle est ressentie. Elle se construit lentement, à force d'absence, de silence et de décisions reportées. Ce chapitre de sa vie ne fait pas encore de lui une figure connue. Il reste un homme parmi d'autres, un visage banal dans la foule. Mais intérieurement, une frontière a été franchie. Et une fois cette frontière passée, revenir en arrière devient de plus en plus improbable. L'appartement 213 devient le centre de gravité de la vie de Jeffrey Damé. Un lieu banal, sans charme particulier, situé dans un immeuble où personne ne prête vraiment attention à personne. C'est précisément ce qui le rend idéal. À l'extérieur, Damé mène une existence discrète, presque effacée. Il travaille par intermittence, croise ses voisins avec une politesse distante, évite les conversations inutiles. À l'intérieur, il s'enferme dans une solitude qui n'est plus subie, mais organisée. Ce qui frappe, avec le recul, c'est la régularité. Damé ne vit pas dans le chaos. Il vit dans une forme de routine. Ses gestes deviennent prévisibles, presque mécaniques. Il sort, observe, revient. Il ne cherche pas à attirer l'attention, seulement à combler un vide intérieur qui ne cesse de s'agrandir. Chaque retour dans l'appartement renforce l'illusion de contrôle. Ici, personne ne le juge. Personne ne l'interrompt. Les voisins continuent de se plaindre d'odeurs inhabituelles. Certains évoquent des bruits étranges, d'autres des comportements inquiétants. Mais chaque signal est traité isolément, jamais relié aux autres. L'immeuble fonctionne comme une succession de bulles individuelles. Chacun pense que quelqu'un d'autre s'en occupera. Cette fragmentation du regard collectif devient l'un des facteurs les plus déterminants de la durée de ces agissements. Lorsque la police intervient, c'est rarement avec une réelle suspicion. Damé apparaît calme, coopératif, presque embarrassé. Il donne des explications simples, parfois maladroites, mais suffisantes pour clore l'échange. Les agents repartent. À chaque fois, la frontière entre le danger réel et l'inconfort social est franchie dans le mauvais sens. Le malaise n'est pas traité comme une alerte. Il est minimisé comme une bizarrerie. À l'intérieur de l'appartement, le temps semble suspendu. Damé s'enferme dans une logique où la répétition devient un anesthésiant émotionnel. Ce n'est plus l'adrénaline qui domine, mais l'habitude. Il ne cherche plus à fuir ce qu'il est en train de devenir. Il l'organise. Il s'y adapte. Il ajuste son environnement pour qu'il corresponde à ses obsessions, tout en continuant à paraître inoffensif à l'extérieur. Ce qui rend cette période particulièrement troublante, c'est la proximité constante entre l'horreur et le quotidien. Des voisins passent dans le couloir.
des enfants jouent dehors. La vie continue, presque normalement. L'appartement 213 n'est pas isolé du monde. Il en est une excroissance ignorée. Damé n'opère pas dans un lieu caché, mais dans un espace que tout le monde préfère ne pas regarder de trop près. Peu à peu, le sentiment d'intouchabilité s'installe durablement. Chaque jour sans conséquence renforce l'idée que rien ne viendra rompre cet équilibre précaire. Damé ne se voit pas comme un fugitif. Il se voit comme quelqu'un qui a trouvé une manière de fonctionner dans les angles morts de la société. Et tant que ces angles morts existent, il s'y glisse sans résistance. Mais cette routine, aussi solide qu'elle puisse paraître, repose sur une illusion fragile. Il suffit parfois d'un détail, d'une décision différente, d'un regard qui ne se détourne pas, pour que tout s'effondre. Et ce moment approche, lentement, alors même que personne ne semble encore prêt à le voir. Avec le recul, l'histoire de Jeffrey Damé est aussi celle de tout ce qui aurait pu l'arrêter bien plus tôt. À plusieurs reprises, la trajectoire aurait pu se briser. À plusieurs reprises, elle ne l'a pas été. Non pas par manque de signaux, mais par accumulation de décisions minimisant la normale. L'épisode le plus marquant survient au début des années 1990. Une situation grave se déroule à proximité immédiate de l'appartement 213. Des témoins alertent les autorités. Les policiers arrivent, évaluent la scène, posent quelques questions. Jeffrey Damé est là. Calme. Coopératif. Il ne fuit pas, ne s'énerve pas, ne conteste rien. Il fournit une explication simple, presque banale. Et cette banalité désarme. Ce moment devient emblématique non pas d'une erreur individuelle, mais d'un enchaînement de biais. Damé correspond trop bien à l'image de l'homme inoffensif. Blanc, poli, peu expressif, il ne déclenche pas l'instinct de danger. À l'inverse, les signaux pourtant évidents sont relativisés, déplacés, ignorés. La décision est prise de clore l'intervention. Les agents repartent. Et avec eux, disparaît une chance cruciale de mettre fin à ce qui se déroule depuis des années. Après cet épisode, Damé ne change pas radicalement de comportement. Mais quelque chose se verrouille définitivement en lui. Ce n'est plus seulement l'habitude. C'est la certitude que même face à l'autorité, il peut rester invisible. Il ne s'agit pas d'arrogance ouverte, mais d'une confiance silencieuse. Le système ne l'a pas vu. Et tant qu'il ne le voit pas, il continuera. Les plaintes continuent. Les odeurs persistent. Les voisins s'éloignent, évitent, murmurent. Mais rien ne se structure. Chacun agit isolément, sans coordination. La responsabilité se dilue. L'inconfort devient une toile de fond, jamais une urgence. Ce climat permet à Damé de poursuivre sa routine sans la moindre pression extérieure réelle. Ce chapitre est sans doute l'un des plus difficiles à entendre, car il interroge moins l'individu que le collectif. Damé ne force pas les portes. Il profite des angles morts. Il avance là où personne ne regarde vraiment. Là où la peur d'exagérer, de déranger, de se tromper, prend le dessus sur l'intuition. Pourtant, la mécanique commence à se fissurer. Les comportements deviennent plus désorganisés. L'alcoolisme s'aggrave. La fatigue mentale s'installe. L'équilibre précaire repose désormais sur trop de variables. Il ne s'agit plus de savoir si tout va s'effondrer, mais quand. Et ce moment arrive non pas à cause d'une enquête brillante ou d'un plan élaboré, mais à cause d'un imprévu. D'un détail qui échappe au contrôle. D'une personne qui, cette fois, ne se tait pas, ne détourne pas le regard, et refuse de disparaître dans le silence habituel. La chute de Jeffrey Damé ne ressemble pas à une cavale ou à une confrontation spectaculaire. Elle est rapide, presque banale. Un soir de 1991, un détail échappe à son contrôle. Cette fois, la personne concernée ne disparaît pas dans le silence habituel. Elle est vue, entendue, prise au sérieux. Les autorités interviennent de nouveau, mais l'atmosphère n'est plus la même. Quelque chose cloche immédiatement. Les incohérences s'accumulent. Les explications ne suffisent plus. Lorsque les enquêteurs entrent dans l'appartement 213,
il ne découvre pas seulement une succession de faits. Il découvre l'ampleur d'un aveuglement collectif. Ce lieu ordinaire, ignoré pendant des années, devient soudain le centre d'une onde de choc national. L'immeuble est évacué. Les voisins comprennent qu'ils ont vécu, pendant tout ce temps, à quelques mètres d'une réalité qu'ils n'osaient pas regarder en face. L'arrestation de Damé est immédiate. Il ne résiste pas. Il ne cherche pas à fuir. Il semble presque soulagé que tout s'arrête. Lors des interrogatoires, il parle calmement, sans emphase, comme s'il décrivait une routine plutôt qu'une suite d'actes irréversibles. Ce détachement glace. Il ne cherche pas à se justifier, ni à se présenter comme une victime. Il raconte, simplement, comme quelqu'un qui n'attend plus rien. Le procès qui suit devient un événement national. Les médias affluent. Le public oscille entre fascination morbide et incompréhension totale. Comment un homme aussi visible, aussi maladroit, a-t-il pu agir aussi longtemps sans être stoppé? Les témoignages révèlent autant les failles institutionnelles que la personnalité de Damé lui-même. L'affaire ne concerne plus seulement un individu, mais tout un système de priorités et de silence. Damé est reconnu responsable et condamné à la prison à vie. La sentence met un terme juridique à l'affaire, mais pas à ses conséquences. Pour les familles, aucune décision ne répare l'irréparable. Pour la société, le malaise persiste. Cette histoire ne parle pas seulement de violence. Elle parle d'indifférence, de préjugés, de la facilité avec laquelle certaines voix sont ignorées. L'affaire Jeffrey Damé laisse derrière elle une question inconfortable: combien de signaux sont ignorés avant que l'irréversible ne devienne visible? Damé n'a pas opéré dans l'ombre totale. Il a évolué dans les interstices du quotidien, là où le malaise est plus facile à minimiser que le danger à affronter. Son histoire rappelle que le mal n'est pas toujours spectaculaire. Il peut être discret, répétitif, banal. Il peut survivre grâce au non-regard collectif, aux décisions reportées, aux explications acceptées trop vite. Et lorsque tout s'effondre enfin, il est déjà trop tard pour parler d'aveuglement involontaire.